Please be seated. Vous asseoir. Good morning again. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. La parole est de nouveau à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cassaraté, nous allons continuer notre petit exercice si vous voulez bien. Alors, nous en étions je crois que nous avions fait le colonel Jama, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, nous en étions à Bré-Mémel. Bré-Mémel a servi au ministère de la Défense en qualité de contrôleur. Au jour d'aujourd'hui, il est admis à la retraite. Il est de Dabou, à 45 km d'Abidjan. Il est à Djoukrou. D'accord. Le capitaine Camara. Le capitaine Camara est adjoint, ça n'a pas changé, au commandant de la Légion de San Pedro. Il est de Katula. Il est Tagbana. D'accord. Et le précédent, Bré-Mémel, j'ai oublié de vous demander, il est toujours en fonction? Je crois qu'il doit être à la retraite. D'accord. Abbé Seka. Abbé Seka, il est en fonction au commandement supérieur de la gendarmerie. Il est commandant des unités d'intervention et de sécurité. Il est à Thiers, la région de Azopé, A-D-Z-O-P-E, accent aigu. Excuse me, what did you not catch? Le président, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Parce que ça a été dit à la vitesse de l'éclair. I didn't catch the location. Nous n'avons pas compris le lieu d'où provient cette personne. Can you repeat this, please? Pourriez-vous, s'il vous plaît, le répéter? Abbé Seka, il est à Thiers, A-D-T-T-I-E, accent aigu. Il est de la région d'Azopé, Azopé, A-D-Z-O-P-E. Thank you. Maître Altit. Le président, je vous remercie. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Je vois que les interprètes font des gestes de dénégation. Alors, je voudrais savoir s'il y a un problème particulier. Et maintenant, un geste d'encouragement. Donc, je continue. Alors, Monsieur Cassaraté, le commandant Aubrey Coucougnon. Aubrey Coucougnon, il était commandant de l'escadron de Yopougon. Il est BT. Le colonel-major Oubou Gado Gérard. Oubou Gado était commandant de la Légion mobile
Aujourd'hui, il est à l'inspection de la gendarmerie nationale à Abidjan. Et son origine? Il est bêté de Gagnoa. Le colonel Gabo, il est à la retraite. Il est Atié, de la région d'Abidjan. Alors, le colonel Béli Gabo Gérald. Je crois qu'il s'agit du même, mais c'est Béli Gabo Gérard. Ah, Il est Atié, il est de la région d'Abidjan, Atié d'Abidjan. Il est à la retraite. d'accord. Bon, nous avons noté qu'il s'agit probablement du même. D'accord. Oui. Le colonel Aouman Brouhaha. Le colonel Aouma Bouaha Nathanaël est de la région de Grand Laou. Il est Dida, D-I-D-A. Il est décédé. Le général Nicolas Kouakou. Le général Nicolas Kouakou, précédemment chef du CCI, Centre de commandement intégré, il est aujourd'hui commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et son origine? Il est Baoulé de Dimbokro. Le commandant Jean-Noël Abbaye. Le commandant Jean-Noël Abbaye est Baoulé de Yamoussoukro. Il est aujourd'hui en prison. Vous avez de ces nouvelles? Non, je n'ai pas ces nouvelles. Je sais qu'il est en prison. Le commandant Bassanté Badara. Le commandant Badara Ali Bassanté est le commandant de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, l'homologue du GIGN français. Il est de Makono, il est du Nord. Dioula. Djoula. Le lieutenant Seyo. Le lieutenant Seyo, aujourd'hui capitaine, il est à San Pedro. Il est de l'ouest montagneux. Il est Ouai, W-E, accent grave. De la région de Fakobli, F-A-K-O-B-L-Y. Fils de gendarme décédé. Toujours en fonction? Affirmatif, il est toujours en fonction. C'est un jeune officier. Alexandre Baya. Alexandre Baya, il était précédemment, il est actuellement commandant de légion à San Pedro. Je ne sais pas si ça a changé, mais il est baoulé. Colonel-major Apollo Touré. Le colonel-major Apollo Touré, aujourd'hui général de brigade, il est commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, donc l'adjoint du général
Nicolas Kwaku. Son origine? Il est de Katula, il est Tabanan. Il est du Nord. Est-ce qu'on peut dire Dioula? Non, au Nord, vous avez les Sénoufos, vous avez les Djoula, les Malekés, les Tagbanans, les Lobis, etc., etc. Lui, il est Tagbanan, de Katula. Le colonel Niaoulé. Je crois qu'il s'agit du même, le colonel Niaoulé Begré, aujourd'hui général de brigade. Il est à Abidjan, il est président du conseil d'administration du fonds de prévoyance militaire. Il est à Abidjan. Il est BT de Soubré. Nous avons bien noté votre remarque. Parfait. Le colonel Yedes. Yedes, c'est un militaire. Je ne sais pas s'il est en vie, mais il me semble qu'il doit décéder. Le capitaine Aubin Nanon. Le capitaine Aubin quoi, s'il vous plaît? Nanon. Non, ça ne me dit pas grand-chose. Le commandant Ala Quadio. Le commandant Allah Quadio, je crois que c'est un gendarme, mais comme ils appartiennent à un groupe ethnique où les noms sont communs, acceptez que de temps en temps, je ne me rappelle plus de qui il s'agit, s'il vous plaît. Bien sûr. Et quel est ce groupe ethnique? Baoulé, les Akans, Agni Baoulé. Ils ont souvent les mêmes noms qui sont liés au jour de naissance. D'accord. Et je crois qu'on n'a pas encore parlé du lieutenant-colonel Sako. Le colonel Sako est militaire. C'était lui le chef du centre de planification des opérations à l'état-major auprès du chef d'état-major, le général des corps d'armée, Philippe Mangou. Vous avez vu des messages où c'est marqué souvent CPCO, c'est cet officier-là. Je crois qu'il doit être Dida. Je n'en suis pas très sûr, il est militaire. D'accord. Le général Bipoint. Le général Guillet Bipoint, G-U-I-A-I, plus loin B-I, point P-O-I-N. Il est général de division. C'est lui qui était précédemment commandant école de gendarmerie et en même temps commandant le SECOS. Il est gourou de Vavois, à 45 km au nord de Daloa, dans le centre-ouest. D'accord. Est-il juste de dire, alors, à la lumière de ce que vous nous avez expliqué à l'instant, que les responsables de la gendarmerie étaient d'origine diverse? Oui, j'ai été le 9e commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et je suis Kourou. Celui qui m'a précédé était Gouro. Celui qui est venu avant était Guéré. Celui qui est venu avant était Baoulé, Agni, Baoulé, Agni. Can you speak? Le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, lorsque vous prononcez le nom des ethnies, les prononcer de façon plus claire? C'est un peu difficile à comprendre. Merci. Ferré.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur, pouvez-vous nous dire, nous avons parlé d'officiers, mais pouvez-vous nous dire si la gendarmerie était composée d'hommes de troupes et d'officiers en général, de toutes origines ethniques ou confessionnelles? La gendarmerie est une armée de métier. Donc nous ne parlons pas en gendarmerie de corps de troupes. C'est un terme qui s'applique uniquement aux militaires. Donc nous n'avons que des sous-officiers et des officiers de toutes origines qui rentrent en gendarmerie sur un concours. D'accord. Alors, le 9 mars dernier, le représentant de l'accusation vous a posé des questions sur la cérémonie qui avait été organisée le 7 août 2010 à l'occasion du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? Oui, maître. Alors, première question. Qui était le Premier ministre à cette époque-là? En 2010, ça devait être, sauf erreur de ma part, M. Sorogio. Est-ce qu'il était présent à cette cérémonie en août 2010? À toutes les cérémonies, il était présent. Je peux me tromper, mais il était présent à toutes les cérémonies. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que la sécurisation des élections avait été faite avec les... Alors, ma question, qui discutait pour l'état-major des FDS et qui discutait pour l'état-major des rebelles? Pour le FDS, c'est le chef d'état-major, le général Philippe Mangou. Pour les forces nouvelles, c'était le général Bakayoko. Qui étaient les adjoints du général Bakayoko? Le chef d'état-major adjoint des forces armées et des forces nouvelles, c'était le colonel Watao Ibrahim. Le nom, là, tu l'appelais Watao. Il est en poste aujourd'hui? Oui, il est le commandant de la garde républicaine. Et le général Bakayoko, il fait quoi aujourd'hui? Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des incidents lors du premier tour des élections? Le premier tour, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'incident. Donc, est-il juste de dire que les conversations entre FDS, FAFN et ONU et la mise en œuvre des mesures arrêtées ensemble avaient été un succès? Oui, ça a été un succès. Puisque c'est ensemble que tout a été préparé. FDS, FAFN, ONUCI et CCI. Les FAFN qui ont sécurisé le premier tour dans le sud du pays avec les FDS, après leur mission, où sont-elles allées? Ils ont rejoint Bouaké. Où était leur état-major?
Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'état-major des forces qu'on peut appeler rebelles ou forces nouvelles, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, était à Bouaké, c'est bien cela? Oui. Comment était organisé, vous nous dites l'état-major était à Bouaké, comment était organisée la structure militaire des forces nouvelles? Je ne saurais vous le dire avec précision, puisque je n'étais pas dans leur état-major. Mais ils avaient divisé la zone nord en plusieurs zones, commandées par un chef de zone. Voilà, approximativement. Mais je n'ai pas les détails. Un chef de zone qu'on appelait le COMZone, c'est ça? Exactement. C'est des abréviations. Êtes-vous allé, depuis le moment où vous avez été nommé à la tête de la gendarmerie, en zone rebelle, peut-être pour des discussions, pour des raisons diverses? Êtes-vous allé en zone rebelle? Enfin, comme je l'ai répété plusieurs fois, on appelait là-bas la zone CNO, Centre Nord-Ouest. Et comme la confiance était revenue entre les deux entités, nous nous racontions souvent, nous allions à Bouaké, nous allions à Korogo, et aussi arrivés à Yamoussoukro, ils venaient à Abidjan. Oui. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y avait des discussions fréquentes, si je comprends bien, entre responsables militaires des deux côtés. J'ai compris ça? C'est ça, maître. Et depuis quand? Depuis les accords avec l'installation du CCI, les discussions ont eu lieu fréquemment à la demande, soit de l'ONUCI ou des états-majors. Et je sais que c'est compliqué, surtout quand il y a autant d'événements qui se déroulent, mais est-ce que vous pouvez nous dire à peu près depuis quelle période, l'année ou un événement particulier, ça durait depuis déjà des années avant la crise? Est-ce que vous vous souvenez du moment où ces conversations ont commencé, elles ont pris corps, ces rapports, ces entretiens entre responsables militaires gouvernementaux et responsables militaires ex-rébellion, force nouvelle? Je pense que de façon effective, c'est à la suite des accords de Marcoussis. D'accord. Est-ce que ces discussions avaient lieu en quelque sorte sous le parapluie des forces françaises ou des responsables français? Les Français participaient aussi à ces réunions-là. Vous voulez dire qu'à chaque fois qu'il y avait une réunion, il y avait donc les responsables militaires gouvernementaux, les responsables militaires ex-rebelles, forces nouvelles, et des responsables militaires français, c'est ça? Oui, et l'ONUCI. Et l'ONUCI, d'accord. Yeah. Can you just Le président, veuillez ralentir, je vous prie, et faire des petites pauses. Je vous remercie. Donc vous êtes allé les voir, ils sont venus vous voir. Donc vous connaissiez un peu, si je comprends bien, la structure de leur armée,
sans être un grand connaisseur, naturellement, il y avait des choses que vous connaissiez, n'est-ce pas? Oui, je connaissais les chefs qui sont issus des FDS, notamment le général Bakayoko, le général de Michel, etc., etc. On se connaît. D'accord. Est-ce que la structure militaire j'entends, hein, des forces nouvelles était plus ou moins calquée sur la structure de l'armée officielle, à votre connaissance? Non, parce que il y avait donc l'état-major. En dessous de l'état-major, à côté, il y avait un directeur de la police et de la gendarmerie. Et voilà. D'accord. Qui s'appelait M. Teofosier, qui est aujourd'hui préfet de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire. D'accord. Les unités de l'armée des forces nouvelles étaient-elles bien disciplinées, bien organisées? Maître, je ne pourrais pas juger de leur esprit de discipline. Les chefs peuvent attester, mais chaque fois qu'on s'est croisés, ça c'est pas dans un esprit militaire amical. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que la zone ex-rebelle au nord du pays était divisée euh, en différentes portions, chacune sous le commandement d'un com-zone, d'un chef de zone, c'est ça, hein? Affirmatif. Chacun de ces com-zones, de ces chefs de zone, disposait-il de ses propres troupes? Oui, chaque zone avait un chef avec ses éléments. D'accord. Pouvez-vous nous donner, zone par zone, zone 1, zone 2, le chef ou comme zone responsable de cette zone? Par exemple, zone 1, qui était le chef, zone 2, etc. Ça va être très difficile de ma part puisque je n'avais pas l'organigramme. Mais je sais que, par exemple, à Séguila, il y a eu d'abord Oné Zakaria. Ensuite, quand il est parti, il y a eu donc Isiaka Ouattara, dit Ouattao, qui a pris la zone. C'est ce que je peux vous dire. D'accord, d'accord. Celui dont vous nous parliez, qui est devenu chef de la garde républicaine. Voilà. Ouattao, mais c'est Isiaka. D'accord. Il dirigeait la compagnie Anaconda, c'est ça? Oui, je crois. Le nom m'échappe, mais il y a eu des noms comme ça, Anaconda et tout ça, oui. D'accord. Quelle fonction Ouattao avait-il au sein de l'état-major Force Nouvelle Rebelle, ex-rebelle? Il était l'adjoint du chef d'état-major. D'accord. Si je vous dis la zone 6, la zone de Mans, vous vous souvenez du Comzone? Oui, C'était qui? c'était l'Océnie. On l'appelait LOS. L-O-D-S. C'est lui qui dirigeait la compagnie Cobra? Je ne m'en souviens plus, mais il était comme zone de Mans et il y est encore. La zone 7, la zone de Touba, qui était le Comzone?
maître, je ne sais pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que Aboudrahman Traoré, dit Draman Touba, ça vous dit quelque chose? Oui, mais nous n'avons pas de contact. Ce que je connaissais, c'était le général Bagayoko, le colonel Ouattao, ici à Ouattara, le colonel Zakaria, ça je les connais. Mais c'était bien lui, le Comzone. Ah oui, La zone d'Odiéné, la zone 8, qui était le Comzone? encore une fois, veuillez me rafraîchir la mémoire. Ce que je connais, c'est ce que je vous ai énoncé. Parce qu'on se connaissait avant. Si je vous dis Ousmane Koulibaly, dit Ben Laden. C'est exact. Il est aujourd'hui préfet à San Pedro, dans ma région. La zone 9, la zone de Boundiali. Voulez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire? S'il vous plaît. Kone Gaoussou, dit Ja Gao, ou Ya Gao. Effectivement, oui. C'est Kone Gaoussou, déjà Gao. J-A-H. Plus loin, Gao. D'accord. La zone 10, la zone de Korogo. Je vous rafraîchis la mémoire? Non, c'était Faufier. Kwaku Faufier. Est-ce que c'est lui qui dirigeait la compagnie Fansara 110? Je crois bien avec réserve. La zone 3, la zone de Boaké. Vous vous souvenez qui était le Comzone? Non. Est-ce que Shérif Ousmane, dit Papa Guépard, ou le nettoyeur, vous dit quelque chose? Enfin, Chérif Oumas, oui. Il est aujourd'hui à Abidjan, commandant le bataillon des parachutistes et commandos. Il commandait la compagnie Guépard. Oui. Zone 4, la zone de Mankono. Je vous rafraîchis la mémoire. S'il vous plaît. Ouattara Zoumana, dit lieutenant Zoua. J'ai entendu le nom, mais on ne s'est pas croisé. La zone 2, la zone de Katiola. Je vous rafraîchis la mémoire. S'il vous plaît. Hervé Touré, dit Vetcho. Ça vous dit quelque chose? Oui, je le connais très bien. Il est aujourd'hui commandant le 3e bataillon de Boaké. Il commandait le bataillon mystique. Exact. Zone 1, Bouna. Je vous rafraîchis la mémoire. S'il vous plaît. Est-ce que Morou Ouattara, dit Achenge, ça vous dit quelque chose? Je le connais très bien. Il fait quoi aujourd'hui? Je n'ai pas suivi totalement les affectations au niveau de l'armée ivoirienne, puisque tout est réunifié maintenant. Je ne sais plus où il est. Je crois qu'il doit être l'adjoint du commandant des forces spéciales. Je crois bien. Morou Ouattara. Oui, je crois bien. Est-ce qu'il est chargé de la protection d'une haute personnalité? Ou était chargé de la protection d'une haute personnalité? Il était très souvent dans la sécurité du président Soro. D'accord.
On a parlé de l'état-major, des FAFN, ex-rebelles. On a parlé des chefs des différentes zones. On a parlé des unités, même si on n'en a pas beaucoup parlé. À votre connaissance, d'où venaient les armes de ces ex-rebelles? Sous le sceau de mon serment, je ne peux pas vous dire exactement d'où venaient les armes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont récupéré des armes sur nos forces qu'ils ont attaquées, dans la zone nord principalement. Alors j'attends quelques secondes, si vous permettez, pour lire ce que vous venez de dire. D'accord. Donc, vous venez de nous dire qu'ils avaient attaqué vos forces, c'est-à-dire les forces gouvernementales, c'est bien ça? Exact. Alors, ils avaient attaqué les forces gouvernementales quand? Dès l'éclatement de la rébellion, ils sont venus du Burkina Faso. Donc ils étaient armés en venant du Burkina Faso. Ils ont dû compléter leur arsenal sur nos troupes qu'ils ont défaites. D'accord. Ils sont venus du Burkina Faso avec des hommes dont... Enfin, est-ce que certains des hommes qui sont venus du Burkina Faso avec eux étaient de nationalité burkinabé? Je ne saurais le dire, mais partant du Burkina Faso, il y a de fortes chances que dans les rangs, il y ait des Burkinabés et autres nationalités. Quelles autres nationalités? Non, je veux dire par là que venant du Nord, il peut y avoir des Maliens, des Nigériens. Bon, mais vraiment, je n'accuse pas ces pays-là. Voilà, c'est ce que je dis. Non, il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de constater la réalité, n'est-ce pas? C'est ce que vous nous dites. Si, je vous ai compris, maître. Alors, donc, ils sont arrivés dans le Nord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués à qui? Ils se sont attaqués d'abord à nos forces qui étaient en place. Ils se sont attaqués à une partie des populations qui semblaient ne pas être de leur bord. Et ils ont progressé vers le sud. Ils ont été stabilisés. Ils sont arrivés jusqu'à Abidjan. Ensuite, les forces de défense ont lancé une contre-offensive. Ils se sont repliés à Bouaké. Et la situation a été stabilisée là, avec la CEDEAO. Excuse me. Le président, excusez-moi. Puis-je vous demander si nous allons nous intéresser à l'histoire de la Côte d'Ivoire une fois de plus, parce que tout cela fait déjà partie du dossier. Monsieur le Président, nous nous intéressons à ceux qui ont attaqué les populations ivoiriennes depuis de nombreuses années et qui ont fini par vaincre en 2010-2011. Et deuxièmement, nous obtenons des éléments pour comprendre ce qui s'est passé en 2010-2011 grâce au témoin qui nous dit évidemment ce qu'il sait du point de vue où il se trouvait à l'époque. Le président, oui, certes. Mais notre tâche ne consiste pas à étudier l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais plutôt à comprendre s'il y a des responsabilités pour les crimes reprochés. Et si nous remontons, et Maître Klops l'avait rappelé, cela, il nous avait dit qu'il fallait se concentrer sur les charges. Là, nous sommes en train de nous intéresser à l'histoire. Cela dépasse le cadre des charges. Et j'insiste pour dire que cela fait partie du dossier, à savoir ce qui s'est passé avant l'année 2010.
Enfin voilà comment ce que je souhaitais dire. Oui, Monsieur le Président, j'entends bien. Le plan commun dont parle le procureur, qui est au cœur de ces accusations, n'est-ce pas? Ce plan commun remonte à 2000. C'est écrit en toutes lettres, à 2000. Alors, si on veut le dire, c'est écrit en toutes lettres, Monsieur le Président. Donc, si on veut le discuter, il faut bien discuter de ce qui est dit, de ce que sont les accusations. Sinon, on ne peut pas discuter des accusations. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on essaie de montrer ici, c'est l'enchaînement des événements pour comprendre. On dit en français les tenants et les aboutissants. C'est ça. On dévoile la vérité pour permettre de comprendre ce qui s'est passé en 2010-2011. Tout est là. C'est la preuve, c'est notre preuve, la preuve de la défense Maître, que nous exposons à la Chambre. Le Président, Maître Altit. Ce n'est pas le premier jour du procès, cela fait plus d'une année que nous siégeons. Et au cours de cette dernière année, nous avons beaucoup entendu parler de ceci. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, cela fait déjà partie du dossier. Point n'est besoin de réitérer les mêmes choses par le truchement de tous les témoins qui viennent. Parce que ce qui s'est passé lors des années précédentes 2010, cela déjà fait partie du dossier. C'est voilà tout ce que je fais. Nous ne sommes pas en train, nous n'allons pas refaire l'histoire avec tous les témoins. C'est toujours la même chose qui est dite. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais poursuivez, maître. Je comprends ce que vous voulez dire et qu'en effet, nous avons déjà des éléments concernant tous ces événements dans le dossier. Là, ce sont des éléments qui me semblent complémentaires pour aller dans votre sens, Monsieur le Président. Mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Alors, Monsieur le témoin, j'ai un peu perdu le fil, alors si vous me permettez, je vais essayer de retrouver mon fil. sorry about that. Non. Sorry. Le président, je m'en excuse, vraiment. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir interrompu votre raisonnement. À bon escient, simplement, j'aurais dû garder le fil avec moi et je l'ai laissé glisser. Il faut que je le retrouve maintenant, voilà. Alors, Monsieur le témoin, on va passer à un autre sujet, si vous voulez bien. Il a été question lors de votre témoignage d'un couvre-feu édicté peu avant le second tour des élections. Vous en souvenez? Oui. Bon. À l'époque de ce couvre-feu, et on parle de celui qui est un peu avant les élections, qui était le Premier ministre à l'époque? Avant les élections, le Premier ministre, M. Soro Guillaume, je crois. Le ministre de la Défense? Je crois bien qu'il cumulait les deux fonctions, Premier ministre et ministre de la Défense. Le ministre de l'Intérieur? Je n'ai plus la liste des membres du gouvernement sous les yeux, peut-être pour me rappeler. Mais lui, je sais qu'il était le Premier ministre. D'accord. Est-ce que ce couvre-feu a permis de faire baisser la tension? Oui. D'accord. Le représentant de l'accusation a évoqué avec vous un décret de réquisition des forces armées nationales datant du 14 novembre 2010. Vous vous en souvenez? Oui.
qui était le Premier ministre à l'époque? Ça devait être M. Sorokio. D'accord. Et ce que vous dites, c'est qu'il était aussi ministre de la Défense, c'est ça? C'est cela. D'accord. Alors, je vais vous montrer un document qui est CIVOTP 0018 0047 et c'est la page 0049 et c'est public. Alors, est-ce qu'on peut voir? Donc c'est la page 0049. D'accord. Alors c'est en haut de la page à gauche. Est-ce qu'on peut élargir, agrandir? Voilà, parfait. Est-ce que vous voyez l'article 2, monsieur? Oui, Alors, il est question, et je vais le lire, je cite, « Ce déploiement s'effectue sous le contrôle du centre de commandement intégré, entre parenthèses CCI, fin de citation. » Donc, est-ce qu'il est juste de dire que cette réquisition dont vous nous avez expliqué la nature administrative, en réalité, était un premier pas vers cette organisation sous commandement, ou sous contrôle plutôt, du centre de commandement intégré. Est-ce que c'était dans cette optique-là que la réquisition avait été faite? je n'étais pas dans la conception du document, mais comme je vous l'avais dit, pour ramener la confiance entre les ex-forces belligérantes, il a été décidé de placer toutes les troupes en opération sous le commandement du CCI. C'est cela que je sais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, à la clarification. En partie, oui. Vous voyez, c'est un décret du 14 novembre qui porte réquisition des forces armées. Je crois que le représentant de l'accusation vous l'a déjà montré. Et il est dit, ça parle de réquisition des forces armées, hein, et il est dit dans l'article 2, ce déploiement, je comprends, peut-être à tort, mais enfin, je comprends, c'est-à-dire cette réquisition, s'effectue sous le contrôle du centre de commandement intégré. D'où ma question. Est-ce que la réquisition s'inscrit logiquement dans cette démarche intégrée avec les FAFN, l'ONU, etc., de sécurisation générale? Est-ce que cette réquisition s'explique par cette démarche intégrée? C'est ça ma question. Je ne sais pas si elle est claire. Votre question est claire, c'est exactement cela. Merci. Alors on passe au second tour des élections. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des incidents lors du second tour des élections dans le nord du pays? À ma connaissance, non. D'accord. Et dans le sud du pays? Non également. À votre connaissance, y a-t-il eu des crimes commis entre le 28 novembre 2010, c'est-à-dire le second tour, la fin du second tour des élections, et
le 15 décembre 2010 par des rebelles ou, vous préférez, des membres des forces nouvelles ou bien des éléments du RHDP? Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît, pour que je sois sûr de répondre clairement à la question. Bien sûr, bien sûr. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des crimes commis par ce qu'on appelait les rebelles, mais qu'on peut appeler membres des forces nouvelles ou membres du RHDP, dans une période de temps comprise entre le second tour des élections et le 15 décembre 2010? Je n'en ai pas eu connaissance. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je n'en ai pas eu connaissance. D'accord. Alors, lors de votre témoignage, il a été question, c'était le sens des questions du représentant de l'accusation, il a été question de la proclamation des résultats, si vous vous souvenez. Et notamment, il a été question de la Commission électorale indépendante et d'un communiqué de la CEDEAO, etc., etc. Vous vous souvenez de tout ça? Exactement, oui. Bon. Ma question est simple. À votre connaissance, qui est habilité, d'après la constitution ivoirienne de l'époque, à proclamer les résultats de l'élection présidentielle? Il y a plusieurs structures. D'abord, la Commission électorale indépendante et ensuite le Conseil constitutionnel. Et on nous a dit que l'ONUCI avait aussi le pouvoir de certification des résultats. Mais je n'ai pas eu un document sous la main, parce que je n'étais pas une autorité gouvernementale. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre point. La marche du 16 décembre. On en a abondamment parlé ici. Vous vous souvenez? Oui, maître. Alors, vous nous avez expliqué que pendant les événements, il y avait deux origines à l'information. Une télévision qui émettait du Golfe et la télévision nationale. Qu'est-ce que vous entendiez par la télévision du Golfe? On recevait des émissions à partir, d'après ce qu'on nous a dit, d'une chaîne installée au Golfe et qui émettait en direction des populations. Elle s'appelait comment, cette chaîne? Sous réserve, est-ce que c'est pas TVCI? Peut-être que vous l'avez sous vos documents. Mais je ne me rappelle plus avec exactitude l'intitulé de cette télévision-là. Donc, si je comprends ce que vous nous dites, c'était la télévision qui donnait le point de vue d'Alassane Ouattara et de ses partisans, c'est ça? Affirmatif. D'accord. Elle était basée où, cette télévision? Elle émettait d'où? De quel endroit physique? Vous savez, en matière d'éthique, c'est très délicat. Je ne peux pas vous dire avec précision d'où elle émettait, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle émettait à partir du Golfe, certainement. Mais dire plus, j'aurais menti. D'accord. Et c'est bien, vous nous avez dit, et je vous demande de préciser, c'est bien sur cette télévision que les appels à la manifestation du 16 décembre ont été entendus. C'est ça? Affirmatif.
D'accord. Est-ce qu'à la fin de la crise, c'est-à-dire vers mars-avril, dans ces eaux-là, les programmes de la RTI étaient brouillés à votre connaissance? Les programmes de la radio-télévision officiels étaient brouillés? Pendant le moment de crise, elle était périodiquement brouillée. Mais après, tout a été rétabli. Donc quand elle était brouillée, la radio-télévision ivoirienne, la seule source d'information des Ivoiriens, c'était la radio-télévision pro-Ouattara, c'est ça? Oui, ils émettaient. Donc il y a des zones où c'était perceptible. Il y a des zones où ce n'était pas perceptible. Êtes-vous au courant d'une attaque menée contre l'antenne de la RTI qui se trouve à Abobo? Oui, affirmatif. C'est le commando invisible qui a attaqué cette antenne-là parce qu'elle était surveillée par des gendarmes depuis lors. Et ils y ont trouvé la mort. Et ceux qui ont attaqué ont progressé vers Abidjan, dans une usine qu'on appelle Filtissac, où il y avait des gendarmes, et ils ont abattu un des gendarmes, l'autre a réussi à s'échapper. D'accord. D'accord. Pourquoi ils se sont attaqués à l'antenne de la RTI? Maître, avec votre permission, eux seuls savent pourquoi ils l'ont fait. D'accord. Alors, revenons à la marche sur la RTI du 16 décembre. Est-ce que vous vous souvenez, parce que il en a été question ces derniers jours, mais vous me pardonnez de vous le dire, tout n'était pas extrêmement clair entre les échanges des uns et des autres. Alors, je vais essayer de vous poser la question pour qu'on sache réellement à quoi s'en tenir. Vous souvenez-vous s'il y a eu une réunion entre des responsables des FDS pour discuter du dispositif sécuritaire avant la marche sur la RTI? Voilà comment nous fonctionnions. L'état-major, avec ou sans nous, fait des réunions sur l'appréciation des situations sur le terrain. Je n'étais pas là, certainement, qu'il y a dû y avoir une réunion, parler de cela. Ce que j'ai voulu expliquer. Mais je n'étais pas à une réunion où on s'est assis pour parler de la marche. Mais on a reçu des directives venant de l'état-major à travers le CPCO que des éléments doivent être déployés pour sécuriser la radio-télévision ivoirienne. Donc, éléments de gendarmerie, de police et militaires ont été déployés pour surveiller la RTI, avec des éléments en réserve situés à l'école de gendarmerie qui n'était pas loin de la RTI. D'accord. Alors, ces instructions dont vous parlez, c'est ça qui m'intéresse. Vous les avez reçues quand? Le jour même? La veille? L'avant-veille? Est-ce que vous vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez dire que je ne me souviens pas. Hein, je ne me souviens pas, mais ce n'est pas le jour au jour. Ça doit se faire un jour, 2 jours, 3 jours avant. Ils ont eu l'information qu'ils ont balancée. Permettez-moi qu'ils nous ont envoyé les directives pour sécuriser la télévision. Alors, je vais vous reposer la question parce que pour nous, c'est important. Vous vous souvenez ou vous ne vous souvenez pas? Si vous Non, vous souvenez pas, c'est pas la non, peine je de ne me chercher. souviens pas. Je ne me souviens pas, D'accord. s'il vous plaît, maître. Alors, toujours à propos du 16 décembre, est-ce que vous savez si la primature était l'un des objectifs des marcheurs? Je n'ai pas entendu cela. Je vais vous montrer un document
si vous voulez bien. C'est CIV OTP 0043 0302. Page 0302. Je crois qu'on vous l'avait déjà montré, enfin que le représentant de l'accusation vous l'avait déjà montré. Vous me dites quand vous le voyez. Hein. OK. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut monter un peu le document jusqu'au grand 2 qui s'appelle Situation générale à 7 heures? Alors, voilà, parfait. Alors, vous voyez, monsieur, je pense que vous pouvez lire Situation générale à 7 heures. Vous lisez ce qui est en dessous? Oui, maître. Alors, je vais citer moi-même. Hein. Il est marqué, la situation générale a été marquée ces derniers jours par l'appel à la marche du RHDP sur la RTI et la primature. Fin de citation. Vous voyez? Oui, je vois, maître. Donc, ma question, est-ce que vous, en tant que responsable, en tant que chef de la gendarmerie, vous aviez d'abord été informé et ensuite, si oui, aviez-vous pris des mesures pour protéger la primature? Alors, excusez-moi, je réponds. La seule information que nous avions, c'était la marche sur la RTI et non pas de la primature. Et donc, il a été pris des dispositions pour protéger la RTI. Mais la primature comme la présidence sont des endroits dits sensibles qui sont toujours surveillés, mais pas dans ces cadres seulement. D'accord. Et vous voyez qu'en dessous, toujours sur ce même document, il est dit, et je cite, « Cet appel a donné lieu à des manifestations de rue violentes et même à des scènes de guerre, notamment dans le district d'Abidjan, avec d'importants dégâts. » Fin de citation. Vous voyez ça, monsieur? Oui, maître. Revenir. Mais d'abord, je voudrais éclaircir un point qui a été abordé déjà avec le représentant de l'accusation. Pourquoi les responsables du RHDP n'ont pas prévenu les responsables du maintien de l'ordre de la manifestation, alors même qu'ils appelaient à la télévision, leurs partisans à manifester? Pourquoi? Mr. Demirjian? Le président, Monsieur Demirjian. Monsieur Demirjian, oui, Monsieur le Président. Je crois que cette dernière question entraînera des spéculations. Je n'en dirai pas plus. Je resterai là. Merci. Alors, la question est pourquoi? Si le témoin dispose d'éléments il est responsable de la gendarmerie, il peut très bien avoir des informations qui expliquent le pourquoi de la chose. Maintenant, s'il n'a pas d'informations, il peut dire « je ne sais pas, je ne peux que spéculer », en effet. Mais la question, c'est est-ce que vous aviez des informations sur le pourquoi? Yes. So, please. Pardon, monsieur le président. Complémentaire. L'intervention de mon confrère, par ailleurs excellent, pourrait avoir un tout petit peu influencé le témoin. C'est un peu embêtant. Well, Le président. Toute intervention a une influence sur le témoin, bien entendu.
Ce que vous venez de dire aussi, tout a une influence sur le témoin. Dès que quelqu'un intervient, il y a influence sur le témoin. Je vous demanderai donc de bien vouloir reformuler votre question, car elle a été formulée de façon spéculative. Formulez votre question de façon directe. Je voudrais répéter ce que j'ai dit ce matin à la défense de M. Blégoudet. Il faudrait limiter les interventions au Conseil qui est chargé de l'interrogatoire, et ceci vaut également pour le bureau du procureur. Monsieur MacDonald, oui, Monsieur le Président, nous en prenons note, mais la base de cette question n'est pas notée. Donc il faudrait connaître la base de la question avant que celle-ci puisse être posée, afin de savoir ce qu'en sait le témoin. Le Président, oui, bien sûr. Monsieur MacDonald, c'est tout ce que je voulais dire. Où trouve-t-on cela dans le dossier? C'est la première question. Merci, Monsieur le Président. Le Président mettra le titre. Comme vous me l'avez demandé. Alors, Monsieur le témoin, disposiez-vous d'éléments d'information en tant que responsable de la gendarmerie, disposiez-vous d'éléments d'information donnant à comprendre la stratégie de ceux qui organisaient la marche et notamment le fait qu'ils n'avaient pas prévenu les autorités? Est-ce que vous avez eu des éléments que vous pourriez nous donner pour que nous comprenions ce qui s'est passé et le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi les responsables de ceux qui ont organisé la marche n'ont pas prévenu les autorités? Je ne saurais le dire. Moi, je n'ai pas reçu des documents m'annonçant la marche des RDP sur la RTI. Comme par le passé, on nous écrit, on nous informe, on se rencontre, on discute comment ça va se passer et on met en place un dispositif. Là, je n'en sais rien du tout. Mais avec votre permission, cet officier dit des choses trop graves, pas de scène de guerre. Il n'y avait pas de scène de guerre en ce moment-là. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, pourtant, vous vous souvenez qu'il a été question ici même, dans cette enceinte, de la mort de FDS et de la mort de civils. Vous vous souvenez qu'on en a parlé à l'occasion de cette marche? Oui, j'ai dit que je n'ai pas eu reçu de documents m'annonçant la mort de FDS, ils ont dit 6 à Trècheville, et puis non, j'ai dit que je n'ai pas eu d'informations. D'accord. En effet, le document dont il a été, l'un des documents dont il a été question, mais celui auquel je viens de faire référence, c'est en effet celui-là qui parlait de 6 morts FDS et de 4 morts civiles à Trècheville. C'est tout à fait ça. Et je vais d'ailleurs donner la référence de ces échanges. The interpreters are getting very tired. Le Président, les interprètes se fatiguent. Il faudrait donc que vous fassiez attention. Monsieur Demirjian, je vous prie de m'excuser si j'interviens. Mon éminent collègue va vite. Il fait référence à un document et à des informations contenues dans celui-ci, sans afficher cela à l'écran. Et l'information qu'il a citée est incorrecte. Donc, s'il souhaite tirer une conclusion, il est bien nécessaire d'afficher ce document. Je ne pense pas qu'il faille influencer ici. Alors, le Président, il n'y a pas ici de manque d'exactitude, mais il serait peut-être plus utile d'avoir le document à l'écran pour pouvoir tenir cette discussion. On verra ainsi s'il convient de corriger ou pas. Tout à fait raison. Et donc je demande que l'on affiche le document CIVOTP 0043
0334, page 0335. Alors, pendant qu'on l'affiche, et pour que ce soit à l'enregistrement, je précise que quand je parlais des échanges concernant ce même document entre le représentant de l'accusation et le témoin, il s'agissait de la page 35 des transcrits français du 13 mars 2017. 35 des transcrits français du 13 mars 2017. Quand vous voyez ce document, je crois que vous le voyez, monsieur, n'est-ce pas? Il est affiché. Vous le voyez? Oui, alors est-ce qu'on peut agrandir? Mais vous voyez le document? Oui, maître. Donc, alors peut-on l'agrandir maintenant? Alors, vous voyez qu'il y a marqué mort. Alors, je vais lire pour aller plus vite, si vous permettez. FDS 2.6, dont 3 policiers et 3 militaires du bataillon du génie. Et civil 4. Alors, où est l'information qui n'était pas exacte dont mon estimé confrère vient de parler, puisque j'ai dit exactement ça? Monsieur Demergent, ceci concerne la mention de Trècheville. Madame et messieurs les juges, c'est cela qui n'était pas exact. Mon éminent collègue a dit qu'il y en avait 6 de Trècheville. Écoutez, on ne va pas y passer longtemps. Je vous renvoie à vos échanges. Franchement, c'est exactement le sens de vos échanges, mais ça n'a strictement aucune espèce d'importance, puisque le témoin, lui, sait exactement de quoi il s'agit, vu qu'il avait répondu à vos questions. Alors, bon, ça c'était le document pour bien montrer ce dont il s'agissait. Alors, voilà, j'ai une question à vous poser à ce propos, monsieur. Il est question de 4 morts civiles, n'est-ce pas? Et il est question de FDS, dont 3 policiers, 3 militaires qui ont été tués. Bon, je suppose qu'ils ont été tués par des assaillants, les policiers et les militaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Que savez-vous plutôt? Que savez-vous là-dessus? Comme je l'avais dit tantôt, je n'ai pas été informé de ces morts-là. Mais si ça a existé, il y a dû avoir une enquête pour situer les responsabilités. Bon. Et s'ils ont été tués, ça doit forcément par les marcheurs. Ils ne peuvent pas s'entretuer eux-mêmes. C'est exactement le sens de ma question. Donc ils ont bien été attaqués par quelqu'un pour être tués. Ma question est la suivante. Est-ce que lorsque l'on met 4 civils tués, est-ce que parmi ces civils, il peut y avoir certains des assaillants? Alors vous ne le savez pas naturellement, mais pourquoi avoir mis civils? Parce qu'on ne sait pas si ce sont des assaillants quand on met civil. Est-ce qu'il y avait un moyen, ma question est la suivante, monsieur, est-ce qu'il y avait un moyen de savoir qui était assaillant, pas assaillant? Parce qu'ils étaient tous en civil. Le président, si cette question avait été posée par le bureau du procureur, comme vous venez de le faire, alors que le témoin vient de dire « je ne sais pas, je ne l'ai pas vu », il y aurait probablement eu une forte réaction de votre côté. Il me semble bien que les règles s'appliquent à toutes les parties. Le témoin a dit quelque chose et maintenant vous vous livrez à des spéculations ou vous lui permettez de spéculer sur ce que représentent éventuellement ces 4 morts. Monsieur le Président, ce n'est pas exactement le sens de... Je vais vous dire en une seconde quelle était l'idée. D'abord, je le dis, nous avons évité d'objecter, si vous reprenez tous les transcrits, notamment concernant ce témoin, et nous avons laissé le procureur assez libre, avec une marge de manœuvre importante, parce que nous pensions que c'était utile que ce témoin puisse s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la question est la suivante. C'est comment peut-on reconnaître
parmi des morts civiles s'il y a eu des personnes accusées ou pas d'avoir attaqué. Non, c'est ça qui est important, parce que là, on ne sait pas. Et je veux demander aux témoins s'il y avait un moyen, un critère, si civil a eu un sens pour lui générique, ça peut contenir, comprendre des assaillants ou pas. C'est ça que je veux lui poser comme question, pour essayer de comprendre ce qui a marqué. Vous comprenez ? Yes. Le président. Certes. Mais sur base de ce chiffre de 4, on essaye de trouver quelque chose qui ne se trouve pas dans le chiffre 4. 4, c'est 4. Et le témoin ne sait rien sur le sujet. Et la conclusion, c'est nous qui devons la tirer. Ça n'est pas au témoin de le faire. Je retire ma question, Monsieur le Président. Je vous suis. Monsieur, on parle toujours de la marche du 16 décembre. Je vous en prie, prenez votre temps. Si vous voulez parler à votre conseil, vous avez tout à fait le droit de le faire. Alors, on parle toujours de la marche du 16 décembre. Est-ce que vous savez où se trouvaient les organisateurs de la marche, physiquement ? Je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire, en règle générale, ils sont souvent au siège de leur parti. Et c'est les marcheurs qui partent. Mais là, comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant. Et ces chiffres-là, je n'en sais rien. Alors, vous nous avez dit, et il était clair que c'était à la suite de ces événements du 16 décembre. Vous répondiez à une question du procureur, page 23 des transcrits français du 13 mars. Et je vais vous citer, comme ça les choses seront très claires. Je cite. Quand la crise était en plein, je n'allais plus au bureau, je restais à Agban. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient tirer sur chacun. Et ma sécurité exigeait que je ne sorte plus du camp. Fin de citation. Alors, ma question est simple. Vous restiez parce que vous craigniez qu'on vous tire dessus. Qui pouvait vous tirer dessus ? De façon claire, le commando invisible qui avait pris tout Abidjan était en mesure de tirer sur tout ce qui bouge. Y compris Agban. Y compris Agban. Ils étaient très nombreux. Ça ressemblait, d'ailleurs ça l'était, une guérilla urbaine. Je ne connaissais pas les effectifs, ils étaient très mobiles. Est-ce qu'ils avaient des armes anti-chars, anti-blindés, si vous voulez ? Oui, puisqu'ils ont réussi à détruire un char au niveau de Abobo. Est-ce qu'ils visaient en particulier ou est-ce qu'ils ciblaient, ce serait le plus précis, est-ce qu'ils ciblaient les responsables des unités des forces de l'ordre ? Oui. Bien sûr, eux, ils tiraient. Le commando invisible. Donc, est-ce que c'est juste de dire que vous-même, en tant que responsable de la gendarmerie, vous étiez une cible pour eux ? Affirmatif. D'accord. Alors, sur le commando invisible, il était dirigé par qui ? Au départ, comme le nom l'indique, c'était un commando invisible. Donc on ne connaissait ni la nature, ni le volume, ni l'attitude. Mais plus tard, on a fini par savoir que le commando était dirigé par un certain IB, Ibrahim Koulibaly, ce genre. Voilà.
Ce IB, quel avait été son parcours en quelques mots? Comme il n'est pas gendarme, donc je ne connais pas son parcours. Mais le peu que je sais, il a été dans la garde rapprochée du gérant Guéhi, et le peu que je sais, avec réserve, qu'il a été aussi dans la garde rapprochée du président Alassane Ouattara. D'accord. Pour en revenir quelques instants à la marche du 16 décembre, est-ce que vous savez si, en même temps que la marche elle-même, il y a eu une attaque menée à partir de l'hôtel du Golfe contre les forces de sécurité? Je n'ai pas les dates en tête, mais je sais qu'il y a eu des attaques sur les positions des FDS. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais c'est cela que je sais. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais passer, j'hésitais, mais je crois que je vais passer à un autre point, et comme il est presque 1 heure, peut-être serait-ce le bon moment pour suspendre. Le président, très bien. Nous allons donc procéder à la pause déjeuner. Nous nous retrouverons à 14h30. Cette audience est suspendue.